Au départ, c'est une image qu'on a tous en tête. Le jeune footballeur africain qui rêve de l'Europe. Les projecteurs, les stades pleins, la gloire mondiale. Les sources qu'on a sur la table aujourd'hui, réunies sous le titre «Le prix du rêve», nous plongent au cœur de cette relation complexe, presque fusionnelle entre le football africain et l'Europe. Une relation faite d'opportunités, bien sûr, mais aussi de coups cachés. C'est une dynamique fascinante parce qu'elle est pleine de paradoxes. D'un côté, l'Europe est la terre promise, le seul horizon en fait pour une carrière réussie. Et de l'autre, c'est une machine qui peut broyer les talents, exploiter les rêves. Notre discussion va s'appuyer sur ces documents pour tenter de répondre à quelques questions clés. Qu'est-ce que l'Europe apporte réellement? Que perd l'Afrique dans cette relation? Et surtout, comment construire un avenir plus équilibré? Exactement. L'idée n'est pas de juger, mais de comprendre les mécanismes de ce système. On va décortiquer les bénéfices, les coûts et les pistes de solutions. C'est parti pour une analyse en profondeur de ce qui se cache derrière ce fameux rêve européen. Alors, commençons par le rêve lui-même. Sa puissance est immense. En Afrique, les jeunes y grandissent pas en regardant le championnat local. Ils regardent la Première Ligue, la Liga. Le baromètre du succès, ce n'est pas un titre continental, c'est le contrat signé à l'étranger. D'un côté, c'est logique. Infrastructure, salaire, visibilité, tout y est. Et c'est là que le piège se referme. Les sources utilisent une métaphore très forte. Ce rêve est à la fois une échelle et un piège. Une échelle, oui, car elle permet une ascension sociale et professionnelle spectaculaire. Mais un piège, parce que la fascination pour cette échelle est si grande que plus personne ne pense à construire des escaliers chez soi, si on veut. La conséquence, c'est une dévalorisation systémique des championnats locaux. Ils sont plus vus comme une fin en soi, mais comme une simple salle d'attente pour l'Europe. Et cette idée que l'Europe est la seule voie possible, elle a des conséquences très concrètes sur le développement local, j'imagine. Oh, des conséquences immenses. Les investissements se concentrent sur la détection de jeunes talents exportables plutôt que sur la structuration des clubs. Les joueurs partent de plus en plus jeunes, parfois avant même d'avoir fini leur formation de base. On vide le continent de son potentiel avant même qu'il ait eu le temps de s'exprimer sur place. Le rêve individuel finit par coûter très cher au collectif. D'accord. Donc, le tableau est presque idyllique au premier abord. Développement, argent, visibilité, mais on sent bien que ce n'est qu'une phase de la pièce. Avant d'aborder le prix à payer, restons un instant sur les bénéfices, parce qu'ils sont bien réels. Sur le plan professionnel, par exemple, qu'est-ce que l'Europe apporte concrètement? L'apport est indéniable. Les sources parlent d'un environnement totalement structuré. L'éducation tactique, la science du sport, la nutrition, les protocoles de récupération. C'est un monde de professionnalisme que beaucoup de championnats africains ne peuvent pas encore offrir. Un des documents cite un entraîneur qui dit « Je reçois des joueurs talentueux, l'Europe me renvoie des footballeurs intelligents ». Et cette maturité tactique, elle élève ensuite considérablement le niveau des équipes nationales africaines. Et l'impact financier. On pense souvent aux voitures de luxe, mais l'analyse suggère que c'est bien plus profond que ça. Absolument. C'est ce que les économistes appellent les remittances. Les transferts d'argent des footballeurs sont une contribution invisible mais massive aux économies locales. Un contrat en Europe, c'est pas juste un joueur qui s'enrichit. C'est une famille entière qui est soutenue, des frères et sœurs dont les études sont financées, des entreprises locales qui sont créées, parfois même des infrastructures pour la communauté. C'est un vrai levier de développement. Il y a aussi cette dimension de la représentation, du soft power. Voir des joueurs comme Sadio Mané ou Mohamed Salah devenir des icônes mondiales, ça change la perception du continent. Ça la transforme complètement. Ils deviennent des ambassadeurs qui défient les stéréotypes. Ils montrent une image d'excellence, de discipline, de leadership. Pour des millions de jeunes, ce sont des modèles qui prouvent que la réussite au plus haut niveau est possible. Ils mettent l'Afrique sur la carte du football mondial. Mais, comme le souligne l'analyse, et c'est la transition parfaite. Et une opportunité sans contrôle a toujours un prix. Exactement. Et le prix est souvent payé par les individus. Justement, parlons de ce prix. Le coût le plus direct, le plus humain, c'est cette migration précoce. Les sources sont assez dures là-dessus. On parle de jeunes qui partent à 14, 15, 16 ans. Oui, et c'est le drame silencieux du système. On célèbre les quelques réussites, mais les documents mettent en lumière les centaines d'échecs pour chaque star. Des jeunes déracinés, avec une éducation incomplète, une maturité émotionnelle fragile, qui se retrouvent seuls en Europe. Ils font un essai, ça marche pas et le club les laisse tomber. Ils se retrouvent sans papier, sans soutien. L'un des articles cite un ancien agent qui avoue « Nous ne vendons pas des joueurs, nous vendons des tickets de loterie à des familles entières ». C'est une phrase terrible qui résume tout.
Et j'imagine que même pour ceux qui réussissent, cette pression a un coût physique. Les sources utilisent le terme d'épuisement. Est-ce que c'est vraiment différent pour un joueur africain que pour un Européen? C'est un point central de l'analyse. La charge de travail est objectivement plus lourde. Un joueur africain de haut niveau enchaîne son championnat, une ou deux coupes nationales, une compétition européenne, les longs déplacements pour les qualifs de la Coupe du Monde et, tous les 2 ans, la Coupe d'Afrique des Nations. En plein milieu de la saison européenne, les temps de voyage, le décalage horaire, la récupération est plus courte. Et à la moindre blessure, les clubs européens les étiquettent vite comme fragiles ou peu fiables, sans jamais reconnaître que le système leur impose une charge de travail inhumaine. Donc le joueur paye un prix humain et physique. Mais quel est l'impact sur le football africain lui-même? On a évoqué la dévalorisation des championnats, mais les sources vont plus loin. Elles parlent de système d'alimentation. C'est très fort comme terme. C'est un terme qui décrit une réalité économique. Les championnats africains deviennent, malgré eux, des feeder leagues, comme on dit. Leur fonction principale, ce n'est plus de couronner un champion national, mais de produire, former et exporter des talents pour l'Europe. Du coup, l'argent des sponsors diminue. Pourquoi sponsoriser un championnat dont les stars partent à 18 ans? L'intérêt des diffuseurs baisse et les fans eux-mêmes préfèrent regarder les matchs européens. C'est un cercle vicieux. Et si tout le système est tourné vers l'extérieur, j'en déduis que le pouvoir de décision s'en va avec. Est-ce que c'est ça le coût ultime, cette perte de contrôle? C'est le coût structurel le plus profond. Les décisions stratégiques pour l'avenir d'un joueur sont presque toutes prises en dehors de l'Afrique. Par les agents européens, par les recruteurs des clubs, par les académies financées par l'Europe. Le football africain devient réactif. Il subit les tendances du marché au lieu de définir sa propre stratégie. C'est une perte d'autonomie fondamentale. Il ne pilote plus son propre destin, quoi. Ce qui est vraiment fascinant dans les documents, c'est quand ils se penchent sur chaque grand championnat européen. Le regard porté est complètement différent selon la destination. Commençons par la Première Ligue, décrite comme un lieu d'intensité et d'exploitation. C'est un bon résumé. La Première Ligue adore les qualités physiques des joueurs africains. La vitesse, la puissance, l'endurance, y correspondent parfaitement à l'intensité du jeu anglais. Mais cette fascination a un revers. On les surutilise, on les presse comme des citrons. La protection contre l'épuisement est minimale. Les carrières peuvent être intenses et lucratives, mais souvent plus courtes. Le système profite de leur énergie sans toujours se soucier de leur longévité. Donc l'Angleterre, c'est le test physique ultime. Et l'Espagne, la Liga. L'analyse parle de technique sans visibilité. C'est presque un oxymore. Comment on peut être technique mais invisible? C'est un paradoxe très espagnol. La Liga apprécie l'intelligence de jeu, la qualité de passe. Des milieux de terrain ou des défenseurs africains très fins techniquement s'y adaptent très bien. Mais les projecteurs médiatiques, le marketing, tout ça est souvent braqué sur un certain type de joueur. L'attaquant star, souvent espagnol ou sud-américain. Le joueur africain, même s'il est essentiel à l'équipe, reste dans l'ombre. Il a la reconnaissance de son entraîneur, mais pas celle du grand public. Son talent existe sur le terrain, mais pas dans le récit médiatique. Ah, donc l'Allemagne, la Bundesliga, c'est une sorte d'université de luxe du football. On vous forme pour être le meilleur, mais avec le sous-entendu que vous n'êtes pas destiné à rester. C'est assez cynique, non? C'est pragmatique. Les clubs allemands sont réputés pour être des structures de formation exceptionnelles. Ils offrent un encadrement très complet. Mais leur modèle économique, pour beaucoup, est basé sur le trading de joueurs. Ils traitent les jeunes talents africains comme des actifs de transition. On les achète jeunes, on les développe pendant 2-3 ans et on les revend avec une plus-value à un club anglais ou espagnol. L'éducation est excellente, mais l'engagement à long terme est plus faible. Passons à l'Italie. La Serie A est décrite comme un lieu de respect tactique, mais de défi culturel. C'est une formule qui cache pas mal de complexité, j'ai l'impression. Énormément. D'un côté, il y a un vrai respect intellectuel pour le footballeur. L'Italie a une culture tactique très forte et l'intelligence de jeu des défenseurs africains, par exemple, y est très appréciée. Ils sont vus comme fiables, disciplinés. Mais ce respect professionnel se heurte à des problèmes culturels profonds. Le racisme dans les stades est un fléau récurrent. Et les sources parlent aussi d'un manque de patience, d'une difficulté à accepter des cultures différentes en dehors du terrain. Le respect est conditionnel à la performance. Et pour finir ce tour d'Europe, la France. La Ligue 1 est qualifiée de porte d'entrée et d'extraction. Elle semble être au cœur de tout ce système africain. Les clubs français ont les meilleurs réseaux de détection sur le continent. C'est donc la plus grande opportunité.
Mais c'est aussi le plus grand risque, car c'est un championnat où le talent brut est poli, raffiné, puis très rapidement vendu. La Ligue 1 est peut-être le championnat qui exporte le plus ses propres talents. Elle incarne parfaitement cette relation d'amour et d'extraction avec le football africain. Après ce constat, qui peut sembler un peu sombre, on a l'impression d'être dans une impasse. Mais les sources ne se contentent pas de diagnostiquer le problème. Elles proposent des solutions. Et si j'ai bien compris, il ne s'agit surtout pas de dire aux joueurs « vous ne partez pas ». Surtout pas. Ce serait contre-productif et injuste. L'idée n'est pas de construire des murs, mais de... Renforcer les fondations sur place. Exactement. Le mot qui revient tout le temps est structure. La première solution, la plus fondamentale, c'est de renforcer les championnats nationaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Injecter plus d'argent? Pas seulement. L'argent, c'est une chose. La gouvernance en est une autre. Ça veut dire des contrats transparents, standardisés pour protéger les joueurs, des salaires payés à temps. Ce qui n'est pas toujours le cas. Loin de là. Des assurances santé, des instances crédibles pour régler les litiges. Il s'agit de faire en sorte qu'être footballeur pro au Ghana ou en Côte d'Ivoire soit une carrière viable et respectée, pas juste un tremplin. D'accord pour la structure, mais pour les joueurs qui, inévitablement, continueront de partir, comment mieux les protéger? C'est le deuxième pilier, l'éducation. Il faut armer les joueurs, leur donner des notions de littératie financière pour qu'ils comprennent comment gérer leur argent, leur apprendre à lire un contrat, à comprendre les clauses. Et surtout, les préparer à l'après-carrière. Une carrière, c'est court. Anticiper la reconversion est essentiel. Le but, c'est de transformer un pari en un plan de carrière. Et il y a ce dernier point dans les sources que j'ai trouvé particulièrement puissant, l'idée de l'appropriation africaine des récits. Reprendre le contrôle de sa propre histoire. En quoi est-ce une solution? C'est peut-être la solution la plus importante sur le long terme. Tant que l'histoire du football africain est racontée exclusivement par des médias et des experts européens, la définition du succès restera un contrat en Europe. Reprendre la narration, c'est créer ses propres icônes, célébrer ses propres championnats, produire ses propres analyses. C'est dire au monde, et surtout à sa propre jeunesse, qu'il existe d'autres modèles de réussite. C'est construire une fierté et une culture qui ne dépendent pas de la validation extérieure. En résumé, la vraie question, ce n'est pas de savoir si les joueurs africains doivent aller en Europe. Ils iront. La question est dans quelles conditions et qui en profite le plus. L'opportunité doit s'accompagner de protection, la visibilité d'éducation, et le succès à court terme ne doit pas sacrifier la durabilité du système. La conclusion de l'analyse est donc très claire. L'avenir du football africain ne se jouera pas dans les grands stades européens. Il dépend de la capacité du continent à construire le pouvoir, la structure et la confiance sur son propre sol. D'ici là, l'Afrique continuera d'enrichir le jeu mondial tout en possédant une part trop infime de la valeur qu'elle crée. Et cela nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Au-delà des contrats, des transferts, de la gouvernance, comment la narration, elle-même, les histoires qu'on raconte, les héros qu'on choisit de célébrer, peut-elle devenir l'outil le plus puissant pour que le football africain reprenne enfin le contrôle de son propre destin?